Bonjour à tous, je suis Margot Chorzepa et j'ai décidé pour le cours d'anthropologie de parler de la notion du corps. Donc pour parler de cette notion, j'ai décidé de prendre deux directions pour mieux la comprendre. Donc tout d'abord, je me suis intéressée à David Le Breton, qui est un anthropologue français. Il a beaucoup travaillé sur le corps et a écrit quelques ouvrages à propos de cette notion, notamment un ouvrage qui s'appelle Anthropologie du corps et modernité. J'ai donc décidé de regarder quelques interviews de cet anthropologue afin de mieux comprendre ses recherches. Il commence par énoncer quelques pères fondateurs de la sociologie du corps en France. Il y a dans un premier temps Robert Hertz qui a écrit deux articles qui touchent à la question du corps. Le premier est sur la mort et sur le statut du cadavre. Cette notion de mort est donc culturelle d'après lui. La deuxième est sur la main droite et la main gauche et sur les représentations associées à certaines parties du corps. Un deuxième anthropologue qui s'est intéressé à cette question du corps est Marcel Mauss, qui a écrit trois articles. Le premier porte sur les techniques du corps, marcher, courir, manger et les techniques de la sexualité. Dans cet article, il montre qu'il y a une dimension sexuée et genrée. Le deuxième article est sur l'expression obligatoire des sentiments. Il montre que les émotions diffèrent d'une société humaine à une autre. La société dicte l'émotion qu'on doit ressentir et l'attitude qu'on doit adopter. Le troisième article porte sur l'intériorisation sur l'idée de la mort, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont convaincus qu'on leur a jeté un sort. À partir de cette idée, de Mauss, Claude Lévi-Strauss va avancer une notion connue en anthropologie, qui est la notion d'efficacité symbolique, c'est-à-dire l'efficacité du sens, des significations sociales, etc. Un autre père fondateur de sociologie du corps est Georges Simmel, qui a d'ailleurs écrit un des premiers textes sur l'anthropologie des sens, qui s'appelle Essai sur la sociologie des sens. Il analyse le régime des sens de la vie courante dans le Berlin du XXe siècle, et il pointe l'importance du regard, de la vue, dans le contexte urbain notamment. Il y a un autre texte important par rapport au corps, c'est celui de Maurice Lénart qui s'intitule Dakamo. Lénart est un ethnologue qui travaille en Nouvelle-Calédonie, là où la société française est présente déjà depuis longtemps. Dans les années 20-30, il s'interroge sur la présence coloniale de la France aussi loin de l'Europe. Un jour, il demande à un vieil homme kanak de la société traditionnelle mélanésienne, qu'est-ce que nous avons apporté, nous autres Français? On aurait pu penser que l'homme allait répondre des institutions telles que l'école, etc. Mais il a répondu, ce que vous nous avez apporté, c'est le corps. Maurice Lénart montre qu'effectivement, le processus d'individualisation qui s'est opéré dans la société traditionnelle kanak a amené ces hommes et ces femmes à se sentir différents des autres. C'est le passage d'une société du « nous autres », communautaire, où on est ensemble, dans une société où on est à côté, les uns des autres. Et donc c'est ça qui définit l'individualisme d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que nous sommes d'abord des individus autonomes. Alors que dans la société traditionnelle kanak, c'était bien une société du « nous autres », régie par la tradition, la coutume et le sentiment d'une appartenance au groupe. Mais l'individualisation de la société kanak a abouti à ce sentiment d'être un corps. Et donc là, on rejoint une intuition de Émile Durkheim, sociologue français, qui voit le corps comme un facteur d'individualisation. C'est-à-dire, en tant qu'individu, ce sont les frontières de notre corps qui nous distinguent les uns des autres. Or, dans la société kanak, il n'y avait pas de mot pour désigner le corps. Le concept de corps n'existait pas. On emploie le mot « corps » comme une sorte d'évidence universelle, alors qu'on peut démontrer qu'il y a un certain nombre de sociétés qui ne sont pas dualistes, qui ne distinguent absolument pas le corps, l'esprit ou l'âme. La vision du monde des Mélanésiens était plutôt une vision cosmologique, où l'homme est immergé dans le cosmos, la nature. Les mots pour désigner ce que nous appelons le corps renvoient plutôt aux coquillages, aux arbres, aux plantes, qui fait de l'humain une sorte d'écho du cosmos. L'individualisme, par contre, amène l'individu et donc l'enferme dans le corps. D'ailleurs, plus nous avançons vers le monde d'aujourd'hui, plus le souci du corps prend de l'importance. Le repli sur soi, le narcissisme donc, amène l'individu, dans le sens occidental du terme,
à être de plus en plus attentif à son corps. D'une certaine manière, le monde se rétrécit. David Le Breton explique qu'étant étudiant, il a voulu travailler sur l'énigme du corps, c'est-à-dire regarder son visage, regarder ses mains et se demander quel était le rapport avec soi. Il a donc essayé avec les outils de la sociologie et de l'anthropologie de comprendre le corps. Il continue encore de travailler cette notion aujourd'hui. Il voit le corps comme un continent qu'il essaye d'explorer un certain nombre d'éléments. Il a tenté de poser un certain nombre de jalons pour une anthropologie du corps. Dans ses livres comme Anthropologie du corps et modernité, il a essayé de comprendre l'invention du corps dans nos sociétés occidentales. Quel était le corps dont nous parlions avec une telle évidence? Et notamment, quand on parle du corps dans nos sociétés, on sous-entend un corps anatomophysiologique, le corps de la biologie, c'est-à-dire le corps qui a émergé des recherches anatomiques. Mais ces recherches ne démarrent qu'à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Les anatomistes opèrent une transgression saisissante puisque pendant tout le Moyen-Âge, l'homme est son corps, dans une immense jouissance d'ailleurs. Les anatomistes vont ouvrir le cadavre, ce qui paraît dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge, comme une abomination, une transgression inouïe. Dans ses livres, il a fait l'histoire culturelle du choc de culture entre les anatomistes qui ont une vision très dualiste et matérialiste, et les populations qui étaient victimes des vols de corps, de cadavres, qui allaient faire l'objet de dissections par la suite. Ces populations considéraient que c'était d'une cruauté sans nom d'abîmer un corps de cette manière-là et de le défigurer. Pendant très longtemps, l'histoire de l'anatomie est l'histoire d'une transgression et l'histoire d'une violence qui est faite aux populations les plus vulnérables de nos sociétés européennes, mais aussi des sociétés colonisées. Mais ce n'est qu'une connaissance parmi tant d'autres, car ce savoir anatomo-physiologique est une représentation du corps parmi d'innombrables autres. En conclusion, quand on parle de corps dans nos sociétés occidentales, c'est plutôt une vision biologique qui s'impose à nous. Ensuite, la deuxième direction que j'ai décidé de prendre pour aborder cette notion était de partir d'une question, à savoir comment peut-on expliquer le rapport complexe qu'entretiennent les femmes aujourd'hui avec leur corps. Donc pour répondre à cette question, je me suis intéressée à la vidéo TEDx Talks de Charlie d'Angers. La vidéo s'intitule « Pourquoi ne vous sentirez jamais la plus belle ?» Charlie d'Angers est une vulgaratrice scientifique et elle tient une chaîne YouTube, Les Revues du Monde, qui traite de différents sujets tels que l'histoire et l'archéologie. Dans cette vidéo, elle explique s'être réveillée un matin et a commencé à regarder le compte Instagram d'une femme et s'est rendue compte qu'après 30 minutes de visionnage, elle éprouvait un sentiment de malaise. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle s'est rendue compte à quel point on avait ce besoin de se comparer et à partir de là, elle a entamé des recherches et une analyse sur les comportements de la femme. Elle a commencé par observer les 9 profils Instagram des modèles, entre guillemets, les plus suivis en France. Elle a surtout observé les abonnés de ses comptes et a remarqué que les abonnés étaient majoritairement des femmes. Une étude britannique publiée par la Société royale de santé publique, RSPH, en 2018 a démontré que Instagram augmenterait les risques de dépression chez les femmes, en même temps que ça diminuerait notre estime de nous et notre confiance en nous. En anglais, il existe un terme pour expliquer ce phénomène, c'est creeping. C'est la tendance qu'ont les femmes à se suivre entre elles dans une forme de rivalité, soit parce qu'on se réfère à un modèle, soit pour évaluer la concurrence. C'est une peur inconsciente qu'on aurait d'être supplanté par une autre femme, dans le domaine professionnel ou personnel d'ailleurs. Et d'ailleurs, on devrait plutôt parler de compétition intrasexuelle. Ce terme est apporté par Charles Darwin dans les années 1850 et il explique cette tendance que vont avoir deux femmes, deux mêmes sexes en tout cas, à se mettre en compétition pour obtenir des droits en matière de reproduction et en essayant de plaire à l'autre sexe. Cette tendance a été énormément étudiée chez les hommes. On sait qu'ils ont tendance à baser leur compétition sur la force ou le statut social. En revanche, ça n'a pas beaucoup été analysé et étudié chez les femmes. En termes de biologie, il y a plusieurs études qui ont été faites. Notamment 2 chercheurs en psychologie ont observé que le taux de testostérone augmente chez les femmes à qui on fait sentir un t-shirt d'une autre jeune femme en période d'ovulation, donc sans que ces femmes soient au courant.
En résulte une augmentation des comportements de dominance et de compétition. 2 autres chercheuses en psychologie de l'orientation ont étudié comment les femmes pouvaient se juger et se condamner en fonction de leur apparence physique. Les chercheuses ont demandé à une assistante de recherche de poser des questions à un groupe de femmes qui a été étudié. À la fin de l'enquête, les chercheuses ont demandé à ces femmes ce qu'elles avaient pensé de l'assistante de recherche. Il y avait en fait 2 groupes de femmes étudiées. Dans un cas, l'assistante de recherche était apprêtée, donc elle avait du maquillage, une belle coiffure, de beaux vêtements. Et dans l'autre cas, elle n'était pas forcément mise en valeur. Les chercheuses ont remarqué que les femmes avaient majoritairement critiqué l'assistante de recherche lorsqu'elle était bien apprêtée, tandis qu'elle l'avait ignorée lorsqu'elle n'était pas mise en valeur. Et donc, ces études soutiennent cette prédiction évolutionniste. Une femme considérée comme attirante, donc possédant des attributs valorisés par les hommes, recevra beaucoup plus d'hostilité et moins de coopération de la part des autres femmes qui craindraient leur accès à un bon patrimoine génétique. Mais par contre, ce serait une erreur de dire que la rivalité féminine ne s'explique que par la biologie ou par l'évolution, car il faut aussi tenir compte de l'histoire pour expliquer cette rivalité. À savoir que pendant des millénaires et dans plusieurs civilisations, la femme dépendait entièrement des hommes pour survivre. De l'Antiquité aux années 1950, en Occident, les femmes ne disposaient pas de leurs propres droits. Un des seuls moyens à leur disposition pour acquérir une place dans la société, pour exister, c'était le mariage. Et donc de préférence avec un bon parti pour s'assurer la vie la moins pénible possible. Et donc, être choisie au-dessus des autres femmes était avant tout une nécessité. Là où la beauté était un bonus chez l'homme, chez la femme, c'est devenu quelque chose de très important. C'est pour ça que cette rivalité féminine a été accentuée à cause de notre histoire sur les notions de beauté notamment. On a eu à un moment donné, on a eu besoin de mettre en avant ces qualités qui étaient valorisées par les hommes. Et donc, cette beauté entraîne avoir un corps idéal et suivre les normes sociétales d'aujourd'hui. Ces études nous permettent de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Mais alors pourquoi aujourd'hui on ressent encore les effets de cette rivalité alors que nous sommes dans une société moderne où hommes et femmes sont relativement égaux? En tout cas, la femme ne dépend plus de l'homme pour survivre. Donc, on n'aurait aucun intérêt évolutionniste de continuer à sentir cette rivalité. On pourrait aussi se demander si une femme plus jolie avait plus de possibilités dans la vie. Les études en psychologie sociale, en tout cas, tendent à confirmer cette hypothèse. Être plus jolie nous donnerait un avantage en amour, d'un point de vue de reproduction, mais aussi dans le domaine professionnel ou encore face à la justice. On est dans une société qui nous rappelle sans cesse l'importance d'être jolie. Que ce soit à travers les médias, la télévision, les réseaux sociaux, le cinéma, les publicités, les marques de cosmétiques, s'adressant principalement aux femmes. Tout notre environnement est injecté de petites suggestions qui sont faites aux femmes, en particulier sur leur intérêt à être jolies. Donc maintenant, abordons certaines pratiques réalisées par les femmes et sur les femmes pour être plus jolies, entre guillemets, mais surtout pour rester dans les normes de cette société. On pourrait parler de l'épilation. Si on nous avait jamais montré d'images de femmes qui s'épilent via les médias, la télévision, on n'aurait sans doute jamais eu cette idée un jour de s'arracher les poils du corps. Cette pratique est devenue quelque chose de tellement normal et banal dans notre société que c'est devenu inhérent au genre féminin même. Lorsqu'on imagine une femme, on l'imagine automatiquement épilée. Mais en quoi s'arracher les poils serait une pratique plus naturelle ou féminine que d'autres modifications corporelles ? Ce n'est pas une pratique plus extravagante que les femmes girafes en Birmanie et en Thaïlande, par exemple. Un mannequin a d'ailleurs exposé ce problème sur Instagram, c'est Emily Ratajkowski, qui a publié une photo d'elle et sur toutes ses aisselles poilues. En faisant ce geste, elle exprime la liberté qu'ont les femmes de faire ce qu'elles veulent de leur corps. La légende de sa photo exprimait parfaitement sa vision féministe. Donc elle dit « Donner aux femmes la possibilité d'être ce qu'elles veulent avec toutes leurs facettes ». Et donc elle explique même « J'ai tendance à aimer me raser, mais parfois laisser mes poils grandir me fait sentir sexy ». Donc aujourd'hui, on voit au quotidien des milliers de corps et de visages sur Internet. On est face à une autre problématique, à savoir
la surreprésentation, à l'abondance et à la mise en avant des beautés dites idéales. Et ne parlons même pas de l'avènement de Photoshop, de chirurgie esthétique, etc. Donc cette vision nous fait presque oublier que ce genre de corps sont très rares dans la nature. Ça fait passer l'exception pour la normalité et la normalité pour l'exception. Mais quels sont les moyens pour sortir de cette frustration du corps parfait et de cette pression sociale ? Nous sommes dans une société où le jugement, notamment à travers les réseaux sociaux, est d'autant plus facile. On peut même parler de cyberharcèlement. La critique d'un physique est presque encouragée, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a voulu montrer une jeune influenceuse des réseaux sociaux, My Pale Skin, qui a fait une vidéo s'intitulant « You look disgusting », visant la méchanceté des commentaires qu'elle recevait chaque jour vis-à-vis de son acné. Donc elle essaye de montrer que, quoi que les gens vous disent, vous devez avoir confiance en vous et vous devez vous accepter. Les réseaux sociaux et la société en général ne font que nous montrer des images irréelles représentant la perfection et il faut s'en méfier. Mais Instagram, comme j'en ai parlé au début, a quand même des bons côtés aussi et il y a de plus en plus de mouvements qui y trouvent leur place. Donc comme expliqué au tout début, les femmes et les hommes peuvent vite ressentir un sentiment de malaise en se comparant sur Instagram. Mais il y a plusieurs mouvements qu'on peut retrouver sur ce réseau social. Donc notamment un mouvement qui a été lancé en 2017 pour se débarrasser de ses complexes et s'accepter. On parle de #bodypositive. À ses débuts, c'était le #healthy qui démontrait l'importance de mener une vie saine. Mais force est de constater que les photos que l'on retrouve sur ce compte suivent les canons de beauté que notre société nous donne déjà à voir via les médias. Donc on peut malheureusement interpréter ce mouvement comme une volonté d'atteindre la minceur. Cette mentalité peut être dangereuse pour les personnes souffrant de troubles alimentaires comme la boulimie ou encore l'anorexie. Et donc c'est justement en se comparant à ces corps souvent retouchés sur Photoshop que ces maladies peuvent prendre place. Donc en réponse à ce mouvement, il y a le #FatPositive qui a été créé. Il vise à contrer cette mentalité et à prôner justement les rondeurs des femmes et à l'acceptation de soi. Ce mouvement tend à critiquer, voire juger les corps minces et nous débouchons sur un autre extrême du coup. Il pousse même à mal manger alors que n'oublions pas qu'il faut quand même rester en bonne santé dans les deux cas. Le #bodypositive est alors arrivé, ce mouvement qui se veut bienveillant et où tout le monde peut trouver son compte. Il trouve ses origines hors Instagram. Il a été créé par deux femmes, Connie Sobczak et Elizabeth Scott en 1996. Connie ayant eu des troubles alimentaires, elle a fondé le Body Positive en l'honneur de sa sœur décédée et pour s'assurer que sa fille, Carmen, et les autres enfants grandiraient dans un nouveau monde où les gens s'efforceraient de changer le monde et non pas leur corps. Elizabeth Scott, elle, est psychothérapeute spécialisée en troubles alimentaires depuis une 30aine d'années. Mais l'impact de ce mouvement a été énorme sur Instagram, pouvant être accessible à toutes. L'idée de ce mouvement est que chaque corps est beau et bon. Nombreux sont les posts où on peut apercevoir des photos de corps marginalisés afin de nous faire prendre conscience que la normalité, c'est justement la cellulite, les bourrelets, les cernes, l'acné ou encore les vergetures. Des aspects du corps souvent perçus comme imparfaits et négatifs dans notre société. On vise aussi à laisser de côté les préjugés comme un corps trop mince un corps mince est un corps en bonne santé et un corps gros est un corps en mauvaise santé. La morphologie n'est pas du tout un indicateur de bonne ou mauvaise santé. Et donc, sur ce compte, on y voit donc différentes morphologies, différents genres, célébrant tous les corps sans aucune discrimination. Le #bodypositive est en soutien avec les personnes souffrant de troubles alimentaires, fidèles à l'origine de ce mouvement donc, et les encourage à être en bonne santé et à s'accepter. Et donc, il y a plusieurs dérivés de ce hashtag qui apparaissent, comme le #reprendre du poids, c'est bien, à la recherche du bonheur et d'une bonne relation avec nos corps, tels qu'ils sont, sans le changer, car tous les corps sont beaux. Donc voilà. Ces témoignages des différentes femmes nous remettent en question sur ce qui est hors norme, entre guillemets, ou non. Les canons de la société changent peu à peu et nous assistons de plus en plus à un renversement des idéaux de beauté,
Mais malgré ces mouvements mis en place, pouvons-nous vraiment espérer un changement total de mentalité de cette société qui nous inflige autant de pression et où l'image et le physique sont d'autant plus importants. Donc voilà, c'était un podcast sur la notion du corps.